Dans la tête d'un coureur Heroes, Arthur Joyeux-Bouillon. Salut Arthur, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur. Je suis vraiment heureux de te recevoir aujourd'hui à Paris. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à Chamonix. Alors pourquoi on est à Paris ? Parce que dans quelques jours, tu vas prendre le départ du Schneider Electric Marathon de Paris. Et ce qui est assez intéressant avec toi, c'est que tu es plutôt habitué à la montagne, tu es plutôt habitué à l'altitude, au trail. Pourtant, tu as fait le choix de venir sur le Marathon de Paris. Tu vas nous parler de tout ça, de pourquoi, qu'est-ce que tu recherches. On va parler aussi de l'évolution de l'Ultra Trail, parce que depuis 5 ans, il a énormément bougé. Il y a de plus en plus de monde, des profils différents, des qualités différentes, des manières de courir aussi, les ultras qui sont assez différents. Donc, on va parler de tout ça. Mais avant, comment est-ce que ça va vraiment aujourd'hui ? Écoute, merci Guillaume, ça va bien. En effet, Chamonix c'est plus mon fief que Paris, donc un peu dans quelque chose de nouveau, mais en même temps, j'ai un peu l'impression de revenir il y a 12 ans en arrière quand j'ai commencé l'ultra. Et là je commence le marathon, donc voilà, non mais c'est vraiment bien. Et puis sinon le printemps c'est une belle saison, malgré les allergies, on peut l'entendre là, je suis très allergique au pollen, donc on verra dimanche, mais sinon ça va. Toi aussi, tu es allergique, tu le sens. Alors moi aussi, je suis allergique et d'ailleurs, gros soutien à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui connaissent aussi cette saleté d'allergie au pollen, parce que là, c'est vrai que ça fait 2 semaines, on a le nez qui coule, on tousse, on est reparti dans les médicaments, là, c'est l'enfer. Tu sens, toi, d'ailleurs, on le sait que la récupération, elle est plus difficile, ça a été pas mal étudié, parce que le corps, il va traiter ça un peu comme un parasite, donc il va dépenser beaucoup plus d'énergie, on va dormir un peu moins bien, on va moins bien récupérer. Il y a pas mal d'athlètes aussi US qui avaient pris la parole sur ça en expliquant que c'était assez difficile. Toi, tu vois que ça impacte un peu ta préparation ? Ah oui, moi en fait, étant petit, j'étais asthmatique. Jusqu'à 15-16 ans, je pouvais pas faire de sport au printemps. Clairement, je passais un champ d'herbe, j'étais assis, il fallait la ventoline. J'ai été désensibilisé pendant 2 ans. Ensuite, je suis parti vivre en haute altitude, en moyenne altitude à La Rosière, et il n'y a pas de graminées là-haut. Donc, je me suis dit, c'est ok, tout va bien. Et quand je suis redescendu à Annecy, il y a 2 ans, là, grosse claque, parce que en fait, je me rendais plus compte à quel point ça fatigue le corps, à quel point ça réduit les performances. Sur des entraînements que je connais, que j'ai l'habitude de faire, je mets, mais sans exagérer, sur 1h30, je vais mettre 30 minutes de plus. Tu dois le savoir, mais on a l'impression qu'on a un seul poumon qui fonctionne. Du coup, la récup, c'est pareil, on a le nez bouché, les sinus bouchés, donc on dort mal. Et si on prend des antihistaminiques, comme je fais, ça endort. Donc, quand on fait du sport, on n'en veut pas. C'est un peu compliqué au printemps, et ce qui fait aussi que je me fixe rarement des objectifs principaux à cette période, et je sais que je me tire un peu une balle dans le pied d'aller courir des longues distances à cette période. Bon, on va voir si c'est aussi ça qui t'a conduit sur le Marathon de Paris. Alors, je précise que cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Shox, vous savez, les écouteurs extra-auriculaires, et même, il y a des nouveaux modèles. Donc, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu tout à l'heure. Tu vas nous donner peut-être ta playlist marathon. On va voir ça. Donc, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans l'émission. Mais alors, avant qu'on parle de tes motivations, de ta prépa marathon, tu vas nous expliquer aussi comment un ultra-trailer prépare un marathon. J'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus à ton profil. Moi, ce que je constate de toi, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas, c'est que tu es quand même un coureur assez complet, capable d'être très bon sur des terrains techniques comme une diagonale des fous, une hard rock, ou des formats plus roulants comme un UTMB. Mais toi, comment est-ce que tu te définirais justement en tant que coureur ? Je dirais même pas juste en tant qu'ultra-trailer, en tant que coureur à pied. Ouais, non, je pense que j'ai une vision de moi qui est en train d'être réglée, mais qui était faussée, et je me pensais pas coureur, mais plus marcheur. Mais d'année en année avec mon coach, on règle ça, et c'est vrai que je me rends compte que je suis plus un coureur complet, pas excellent dans un domaine, si ce n'est peut-être les descentes techniques. C'est vrai que j'ai toujours eu des facilités, et j'arrive à débrancher le cerveau. Donc peut-être mon point fort, mais sinon assez complet, et quand même un besoin de travailler la route, la qualité de foulée, je dirais, plus que la route, parce que j'ai pas fait d'athlé jeune, et je le remarque. Donc si j'entretiens pas, si tu veux, cette course à pied route, je perds ma qualité de pied, et du coup sur un UTMB, prenons l'exemple de l'UTMB, il faut aujourd'hui une efficience sur les portions roulantes. Donc voilà, mais je pense que tu as raison, assez complet, parce que j'aime aussi
aller chercher un peu tout, quoi. C'est marrant parce que oui, moi je te vois aussi courir, voilà, j'observe, j'aime bien en plus décrypter un petit peu. Alors, moi, je suis fan de biomécanique, donc c'est quelque chose que je fais assez souvent. Et on en parlait un peu avant l'émission et tu me disais, ouais, mais j'ai pas une belle foulée. Et moi je suis pas d'accord avec toi. Moi je trouve que justement tu as des qualités biomécaniques qui sont vraiment plutôt dans la fourchette haute des trailers, mais toi tu n'avais pas cette perception-là. Donc c'est assez. Alors, on se voit pas courir en fait. Mais c'est ça, en fait, on se voit plus comme on pense être, quoi. Donc moi, voilà, je sais que j'ai musculairement le bas du corps qui est quand même musclé, les jambes, les mollets. Donc instantanément, je me vois avec une foulée assez courte, je me vois un peu tassé. Alors que oui, c'est vrai que quand je me vois en vidéo et que je travaille ça, je sais très bien que les allures, c'est pour quelqu'un qui court quand même assez bien, mais on verra dimanche si ça se valide. Et puis une foulée belle à regarder, c'est pas forcément une foulée efficace biomécaniquement, parce que des fois il y a des gens qui ont des foulées qui voilà sont moins belles à regarder, mais qui sont quand même très puissantes, très efficaces en termes de pose de pied, de renvoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est passionnant qu'on s'intéresse un peu à la biomécanique, parce qu'il y a des fois voilà, il y a des foulées qui sont très aériennes mais très énergivores. Donc c'est pas forcément voilà en fonction de son style et de ses qualités. Tu me parles de tes qualités, tu me dis je suis très bon en descente. Pour toi, c'est vraiment ton vrai point fort, c'est cette qualité-là, c'est la descente? Si je devais choisir entre monter et descendre sur un trail, oui, là où je sais que je vais, si je suis en forme, ne pas perdre de place, voire c'est impossible que je perde des places, c'est en descente. Encore le week-end dernier, sur un trail de 23 km, j'étais 5e en haut, je finis 2e, parce qu'il y a une énorme descente et je sais que je sais pas, j'ai toujours habité en montagne aussi, donc depuis petit, je mets les pieds un peu là où faut mettre les pieds pour pas tomber. Et puis j'aime l'action, et donc j'arrive à débrancher complètement en me disant que tel un félin, on travaille ça avec mon entraîneur, mais tel un félin, un chien, je vais descendre, m'amuser quoi dans les cailloux. Donc c'est pour ça que je dis que mon point fort à mon avis est là-dessus, et je le vois sur l'UTMB. Donc tu es sur un UTMB ou sur une autre course, quand tu veux faire la différence, quand tu veux te débarrasser d'un confrère entre guillemets, pour pas dire adversaire, c'est sur les descentes où tu vas attaquer, c'est vraiment là où il y a ta signature, c'est là aussi où tu penses on te redoute? Oui, clairement, c'est là où je sais que je vais tenter quelque chose en tout cas. Parce que c'est peu coûteux en énergie. Pour quelqu'un qui sait descendre, on a le cardio qui monte pas, même si on augmente la cadence et la vitesse. Alors qu'en montée, personnellement, je sais que je vais prendre beaucoup plus de risques. Essayer de faire sauter quelqu'un sur le col de la Seigne, ça fait 1 heure de montée. Ouais, faut assurer derrière, quoi. Donc, ouais, clairement. Et il y a des alors tu fais l'UTMB, on parle, mais est-ce qu'il y a des ultra trailers justement qui sont aussi comme toi très bons en descente et que tu redoutes un petit peu? Tu peux nous donner quelques noms là de qui sont vraiment en descente très redoutables? Ouais, il y en a plusieurs que je connais très bien. D'abord, il y a Diego Pazos. Je crois que c'est un des meilleurs descendeurs que je connaisse. À l'entraînement, on s'amuse bien. Je crois que je l'ai jamais doublé en descente, pour te dire. Ludo Pommeret, on dirait pas comme ça, mais il peut descendre très fort quand même avec ses petites cuisses. Et puis il y a aussi Martin Kern. Ouais, gros descendeur. Gros descendeur. On remarque quand même que c'est beaucoup des athlètes qui font du ski l'hiver. On arrive peut-être à débrancher un peu plus. Par exemple Kylian, lui c'est le number one en descente. En ski on a besoin, en ski alpinisme, de débrancher complètement le cerveau à la descente, et c'est peut-être ce qui limite beaucoup d'athlètes en trail, au-delà de la technique. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir aujourd'hui trouvé un peu ton profil idéal, que tu as développé un peu toutes tes qualités, ou tu penses que tu as encore pas mal d'axes d'amélioration pour devenir encore plus fort? Est-ce que tu es à ton prime, ou tu as encore des choses à dire, à faire, à travailler? J'arrive à l'âge d'or, je crois, c'est 34 ans non, en ultra, je vais avoir 32. Donc si je dois me développer, il faut que je le fasse vite. Mais je pense quand même que sur le plat, j'ai pas mal à gagner, parce que j'en ai pas assez fait ces dernières années, à vouloir privilégier le dénivelé. J'étais quelqu'un qui faisait énormément de dénivelé à l'année en courant, et j'ai quand même perdu un peu de la vitesse à plat, donc peut-être là-dessus. Ouais. Ok, bon tu vas nous expliquer pourquoi aujourd'hui c'est peut-être un peu moins bien de faire trop de spécifiques sur le dénivelé, mais voilà, on l'a dit en introduction, cette année tu as fait un choix assez marquant, tu vas participer, tu vas prendre le départ dimanche au Marathon de Paris. Évidemment tu es ultra trailer, donc c'est un choix qui peut surprendre, d'autant plus que tu l'as pas encore annoncé sur les réseaux, donc les gens vont le découvrir aujourd'hui avec cet épisode. Comment est-ce que tu as venu cette idée, peut-être que presque saugrenue, de venir faire un marathon?
Ouais, ça remonte quand même à quelques années, pour te dire. C'est qu'on entend beaucoup autour de nous Ah, et t'as déjà fait un marathon même dans ma famille. J'ai pas mal de personnes qui courent des marathons. Et en fait, je me suis toujours dit, ben, pour le savoir, faudrait que j'en cours un quand même un jour. Et là, l'occasion s'est présentée avec Shox, avec mon agent, d'avoir un dossard au marathon de Paris. Et là, je me suis dit, déjà, je suis chanceux. Et de deux, vu que cette année, je fais pas la Diagonale des Fous et que mon objectif est l'UTMB, ça a du sens, en fait, de recommencer la saison par travailler ces distances. C'est ton premier marathon, du coup, c'est la toute première fois. Avec un dossard, c'est mon premier marathon. Ouais. Et pourquoi Paris? Parce que tu sais on dit qu'il est un peu roulant, on dit qu'il est un peu technique. Donc je t'ai dit, j'aurais au moins ce petit avantage-là. Alors, ça fait beaucoup peur au trail. Alors tout le monde m'en parle d'ailleurs de ce parcours. C'est vrai. Alors, 400 mètres de D+, ça n'a pas t'inquiéter beaucoup, toi. Alors même. Honnêtement, s'il y avait un marathon à faire, j'aurais choisi Paris. Vraiment parce que étant français, c'est la capitale, voilà, grande chance de courir dans les rues comme ça de Paris le jour du marathon. Et deuxièmement, parce que étant jeune papa, ça me permettait d'être pas trop loin de la maison et donc de faire l'aller-retour. Et puis ouais, peut-être parce que je sais pas si je vais en refaire un jour et je pourrais au moins avoir coché Paris. Bon, écoute, c'est l'un des plus beaux marathons du monde. En tout cas, c'est dans l'une des plus belles villes du monde. Alors, je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais c'est un marathon quand même assez exceptionnel avec une ambiance en plus chaque année qui est de plus en plus forte. C'était un peu son point faible. C'est vrai qu'on n'avait pas autant de gens qu'à Londres, qu'à Berlin. Voilà, c'est des marathons, il y a plus d'1 million de personnes dans les rues. Donc là, on n'en est pas. Paris est encore un petit peu en retrait par rapport à ça, mais il y a vraiment de plus en plus de gens qui vont dehors, qui encouragent. Et là, cette année, avec la ferveur du marathon, je pense que ça va être encore une édition record en termes de public. Donc voilà, je suis sûr que tu vas te régaler. Concrètement, on oppose souvent ultra, course sur route. C'est peut-être un peu moins le cas, mais pendant très longtemps, on a opposé un peu ces deux mondes. Est-ce que tu penses que c'est des univers différents ou au contraire, il y a de plus en plus de ponts entre ces distances-là? Moi, le premier, je disais et je continue de dire, le trail, c'est pas de la route. Ça, c'est clair. Dans le règlement, il faut qu'il y ait 70%, je crois, de sentiers, donc hors route, pour que ce soit un trail. Donc, ça prouve quand même que c'est deux mondes différents. Par contre, je pense qu'il faut des qualités de coureur et donc sur route pour performer aujourd'hui sur les ultras. Ça, c'est indéniable parce que le niveau est tel qu'il faut aller chercher en fait un petit peu dans sa besace les qualités de toutes les portions qu'on va trouver sur un trail. Et comme je l'ai dit, il y a 70% de chemin, mais du coup 30% de route. Sur un UTMB, il y a beaucoup de portions, même si elles sont pas très longues, où on est sur le bitume. Et du coup, je ferai un parallèle avec un 100 miles, il y a peut-être 42 km de route sur certains. Du coup, pourquoi pas faire un marathon de 42 km pour que le corps ait une mémoire et se rappelle de ça. Donc ouais, après, l'esprit, je te dirai dimanche, mais on reste tous des coureurs. On a vu Courtney de Walter qui a fait un marathon à la rentrée. Tom Evans aussi qui devait prendre le départ du marathon de Valence, même s'il n'a pas pu le faire pour des raisons personnelles. Il avait quand même fait quasiment toute sa prépa. Ben Diman aussi. Ben Diman, un coureur qui est aussi deuxième vice-champion de l'UTMB 2025. Il ne fait pas de marathon, mais il fait des semis, il fait des 10 km, il fait quand même beaucoup de routes. Est-ce que tu as le sentiment justement que est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que tu penses que de plus en plus, alors peut-être pas chaque saison, mais tous les 2-3 ans, il y a de plus en plus d'ultra-trailers qui vont venir sur des marathons, pas forcément pour faire un record, mais dans le cadre d'une préparation spécifique, vont l'intégrer, venir avec un peu de fatigue, venir, voilà. Est-ce que tu penses que ça va encore plus être vrai dans les années à venir? Je pense que oui. Parce que tout dépend de son objectif. Celui qui prépare une Diagonale des Fous ou un Tour des Géants, il a aucun intérêt à venir faire un marathon pour gagner le Tour ou la Diag. Et encore que la Diag peut-être dans 10 ans. Mais pour un UTMB, ce qui est quand même recherché, c'est le Graal de l'Ultra, gagner l'UTMB ou une Western. Oui, clairement, je pense que beaucoup d'athlètes vont se mettre au marathon parce qu'on recherche à être le plus rapide possible sur un UTMB.
Beaucoup parlent de sub 19h bientôt. Tu y crois, toi, d'ailleurs, à ça? Ouais, j'ai eu un petit peu du mal à y croire, mais mon coach y croit dur comme fer et il m'a donné pas mal de pistes qui sont vraies en fait à considérer. C'est-à-dire? Bah, ça fait finalement, pourquoi pas du 10 km/h sur un UTMB? Mhm. Bah, ce 10 km/h, c'est pas si énorme que ça si on optimise bien tout, sachant qu'il y a les descentes. Oui, il y a les montées, mais il y a descentes et on peut gagner beaucoup en descente. Donc, ouais, j'y crois. 18h45, peut-être bien un jour, ouais, ou 18h30, non? Bon, bah, bon, on verra justement. Effectivement, de toute façon, quand on voit déjà les chronos, les moins de 20 heures aujourd'hui, presque chaque édition maintenant, sauf cas exceptionnel, c'est une édition sur deux, on va dire. Voilà, on a les moins de 20 heures. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut évoluer. Ce que je te propose, c'est qu'on s'intéresse un petit peu à ta prépa. Parce qu'en plus, toi, on le sait, tu es quelqu'un qui, l'hiver, fait beaucoup de ski. Donc, voilà, en plus, tu vis à la montagne, c'est pas forcément évident. Est-ce que tu as vraiment intégré aujourd'hui cette prépa marathon cet hiver dans ta prépa UTMB, qui est un peu l'aboutissement de ta saison? Est-ce que tu as eu des craintes aussi à te dire comment est-ce que je vais faire rentrer ça? Est-ce que tu y vas un peu au talent? Enfin, comment tu as géré ça, toi? Alors, j'ai pas fait un focus sur la prépa marathon, ça c'est sûr, parce que je savais que j'allais me blesser si je faisais ça. Comme tu l'as dit, je sors de la saison de ski alpinisme, Mhm. ce qui fait qu'en 3 mois, on fait surtout beaucoup de ski, beaucoup de dénivelé, peu de roulant, et donc on travaille pas du tout les mêmes groupes musculaires. Donc si j'avais fait une transition plat avec des séances à VMA, je me serais blessé, c'est sûr. Après, vu que je savais que j'allais faire le marathon et que je voulais pas me blesser, c'est une aide à ma saison. J'ai quand même intégré des choses, par exemple faire un maratrail blanc, donc dans la neige en janvier aux Deux Alpes, donc 42 km avec que 1200 mètres de dénivelé. Mhm. Pour moi, c'est très plat. Voilà, j'ai retravaillé les groupes musculaires du marathon. Et ensuite, ce que j'ai fait, et on verra si en tout cas je fais un temps correct, mais j'ai essayé de mélanger un peu le trail et la course sur route ces dernières semaines. Pour te dire, bah, j'habite à Annecy et je faisais des montées de col qu'on fait normalement en vélo, mais je les faisais en courant. Donc voilà, ça simulait du 6-7% de pente. Donc j'avais quand même ce dénivelé qui faisait travailler certains groupes musculaires que j'ai l'habitude de travailler. Mais par contre, ça me faisait monter à des allures à 12-13 km/h. Mhm. Du coup, j'avais quand même cette fatigue musculaire de la route après les séances d'1h30, 2 heures. Donc oui et non, quoi. Je pense que j'ai fait un mixte. Tu as adapté, mais tu as gardé tes spécificités et tu as beaucoup travaillé en côte. Ouais, c'est ça. J'ai à peu près divisé par 2 mon dénivelé hebdomadaire Mhm. quand je regarde. Le kilométrage, il a augmenté d'un tiers. Et par contre, quasi que de la route Mhm. depuis, si je te dis pas de bêtises, depuis fin février, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant parce que on sait que le corps, il a tendance un peu à trouver ses mécanismes, à s'habituer. Et le principe de l'entraînement, c'est de créer un stress. Une fois qu'on a créé ce stress, le corps s'adapte à ce stress en s'améliorant. Il va faire des muscles plus gros, des capacités cardio-respiratoires plus intéressantes, plus fortes. Mais le jeu, c'est qu'il faut tout le temps lui provoquer un stress. Et même vous, auditeurs, à chacun à son niveau, si vous faites un plan d'entraînement semi et que vous le répétez d'année en année, bah, vous allez voir que même si vous êtes meilleur sur les séances, bah, sur le chrono, ça ne va pas forcément se répéter parce que bah, le corps, malheureusement, il s'adapte. Donc, il faut toujours essayer un petit peu de le surprendre. Et c'est vrai que pour vous, les ultra-trailers, finalement, intégrer de temps en temps une prépa marathon, bah, en fait, c'est stresser assez facilement le corps et du coup, le contraindre un peu à d'autres adaptations, peut-être aller solliciter des petits muscles que tu sollicitais pas, du coup, avoir des groupes musculaires, comme tu dis, beaucoup plus complets, biomécaniques, des petites attitudes. C'est pas forcément le chrono qu'on va chercher, en fait. C'est juste de créer des contraintes différentes qu'on va pouvoir exploiter ensuite dans sa propre discipline. Là, tu viens pas pour faire un chrono, tu viens vraiment pour... Enfin, j'imagine que tu vas quand même courir assez vite, mais c'est pas la finalité, quoi. Non, c'est ça, tu le remarques, enfin je l'ai remarqué très vite, c'est que sur les séances de plat que j'ai pu faire en février, là, il m'a fallu à peu près 3 semaines pour me remettre musculairement dedans, parce qu'au début j'avais les mollets, mais c'était du bois, quoi. C'était après 21 kills de plat,
Le lendemain, je pouvais quasiment plus bouger les mollets. Donc, j'ai toujours fait au moins 1 ou 2 séances de plat semaine. Et quand je dis séance de plat, c'était un semi. À Grenoble, quand j'y vais 1 fois par semaine, je fais entre 20 et 24 km de plat sur les berges. Donc, si tu veux, j'avais quand même un mini stress qui était là, mais pas assez pour, en tout cas, que mes muscles s'adaptent pour un marathon. Donc là, j'ai juste augmenté et je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est bien de temps en temps de choquer un peu le corps et de revenir à soit du plus court, soit en trail, soit passer un peu sur route pour revenir en trail. Voilà, on verra ce que dit l'avenir. C'est un peu l'équivalent des marathoniens qui, l'hiver, vont faire le cross. Voilà, c'est un peu le pendant, mais de l'autre côté, où vous allez faire la route. Alors, concrètement, en termes de volume, alors on l'a compris, tu es un peu adapté, mais déjà, est-ce que tu es parti sur une prépa de 12 semaines Pas du tout. J'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je prends un modèle et en fait, pas du tout, parce que dans cette prépa, alors Mathieu Blanchard, lui, avait essayé de la tenir en mettant à l'intérieur des courses ou des aventures comme ça. Il était même parti en stage, je crois, lui. Ouais. Il a fait un peu de Kenya aussi. Voilà, c'est ça. Donc, il avait mélangé un peu la prépa marathon avec ses projets. Moi, j'ai pas voulu faire ça et je me suis juste dit, fais ce que tu as envie de faire jusqu'en avril. Et du coup, j'ai placé une course en janvier, une autre en février, la Pyramenta en ski alpin en mars, donc pas du tout pour préparer un marathon. Là, j'ai remis un 24 km très roulant pour faire un petit peu du rapide. Donc pas de prépa 12 semaines, mais juste en tête un objectif de le matin, je me réveille en me disant n'oublie pas qu'il y a le marathon de Paris. Et du coup, l'envie était souvent d'aller faire du dénivelé avec mes bâtons en trail. Je les ai jamais pris. Et je me forçais à faire, comme je disais, de la route. Et je montais faire des kilomètres comme ça. Et en termes de répartition, parce qu'on sait qu'il faut faire quand même pas mal aussi d'endurance fondamentale, il faut faire un tout petit peu de fractionné, faut faire pas mal de travail d'allure aussi. Toi, comment tu as réparti un peu cette charge d'entraînement ? Ouais, alors ça, par contre, je fais quand même attention à ça. En effet, avec mon coach, on est à peu près sur 70% d'endurance pour 30% d'intensité. Et 70% d'endurance pour 30% d'intensité. Ouais, donc tu ouais. fais quand même pas mal d'intensité. Oui, parce que dans les 30%, il y a quand même pas mal de zone 3. C'est-à-dire, tu vois, entre SV1 et SV2. Ouais, c'est quoi ? C'est un peu l'allure semi-10 km entre les deux, quoi ? Ouais, sur plage, je saurais pas te dire, mais c'est un peu allure début du TMB. Où tu vois, je dois pouvoir respirer par le nez. Ils sont à 16 à l'heure. Oui, ouais, mais je dois pouvoir respirer par le nez et tenir cette allure. En fait, nous, on fonctionne beaucoup au ressenti d'effort et avec des moyens, comme je l'expliquais, respiration nasale plutôt que buccale. Et du coup, ça me permet de jauger intensité ou endurance. Donc, j'ai essayé de tenir ça. Et en fait, je me suis vite rendu compte que sur route, si tu veux faire du volume, tu peux pas mettre de l'intensité. En tout cas, sur une semaine, si tu fais un peu trop en intensité, le volume derrière, faut le tenir parce que musculairement, ça tape, je trouve. Donc, ouais, faut faire gaffe. Est-ce que t'as intégré des séances un peu spé marathon, tu vois, des séances de 2000, 3000, des 3 fois 5000, un peu allure marathon? Est-ce que t'es peut-être des séances de 400? On sait qu'on fait un peu de 400 pour pas devenir un gros diesel aussi, tu vois, sur piste. Est-ce que t'as été un peu joueur et t'as intégré ces nouvelles séances? Alors j'en ai mis parce que ayant fait STAPS, je connais un petit peu le schéma classique prépa marathon. J'ai mis 2-3 séances avec des 2000, 3000 ou des, sans parler de distance, mais tu vois des 6, 7, 8 minutes. Par contre, je voulais faire des 400 cet hiver et en fait j'ai eu 2 tendinites aux insertions des ischios en haut sous les fessiers, ce qui fait que ça m'a bloqué même jusqu'à maintenant. Le pur sprint, je peux pas encore parce que j'ai encore un reste de tendinite. Donc vraiment tous les matins, tu vois, faut que je fasse une demi-heure d'exo pour pas que ça arrive. Donc j'ai pas voulu me tirer une balle dans le pied non plus, à me dire mets tout en œuvre pour la prépa marathon, mais aussi bien tu te blesses. Donc je suis conscient qu'il aurait fallu et j'aime bien même, je pense que c'est bien pour le peps. Mais ça j'ai pas fait, j'ai fait que du long. Donc t'as pas pu faire des séances de 4. Bon, c'est dur les séances de 15 en prépa marathon, mais c'est vrai que il faut bien y passer. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Sur 12 semaines, il n'y en a pas non plus énormément des séances de 400. T'as pris du plaisir à faire ces séances-là ?
En fait, ce qui est marrant, souvent, quand je dis je fais des montées du col du Semnoz par la route et je descends par le chemin, par contre, parce que sinon, ça fait 35 km aller-retour. On me dit, mais t'es zinzin, t'aimes ça. Enfin, ça paraît assez lunaire pour la plupart des personnes parce qu'ils se disent, bah ça se fait à vélo. Et ce qui est marrant, c'est que moi, j'adore. J'adore si derrière dans la saison je sais que je vais refaire de la montagne et être dans du technique, tout ça, mais en fait ça me permet de poser l'esprit ailleurs que sur mes pieds, ou poser mes pieds, pas tomber, parce qu'en fait quand on monte un col à pied, c'est comme de la route à plat, lisse, il n'y a pas un caillou, et ça me fait un bien fou en début de saison de me dire bah voilà, je mets ma musique. Par contre, ouais, musique à chaque fois parce que sinon je me demande pourquoi je suis là. Mais en fait, je prends un réel plaisir et puis bah, j'ai toujours aimé l'effort et donc sur ces portions-là, le cœur monte très vite. On peut vraiment gérer l'effort, on sent l'effort. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a un travail d'allure sur marathon qui est important parce que là, si tu fais des côtes, tu fais du dénivelé, il faut quand même travailler ses allures. D'ailleurs, en ultra trail, est-ce que ce qui est génial, j'en parlais récemment avec des athlètes sur piste et en fait, on se rend pas compte, mais je crois que Jimmy Gracie aussi, on a parlé un petit peu, mais c'est fou parce que un athlète sur piste, tu lui dis tu vas me faire un 400 en 1,8, il va te le faire en 1,8. Tu vas lui dire tu me le fais juste en 1,730, tu vois. Et il est capable de le faire en 1,730. Tu imagines en fait à quel point des athlètes sur roue, des athlètes sur piste sont capables de calibrer leur vitesse à 30 centièmes près. Tu vois, c'est fou. C'est quelque chose d'inné, mais même là, les auditeurs qui nous écoutent, il y en a plein, si je leur demande de faire un 400 en 1,12 ou en 1,15, ils vont savoir parfaitement jauger ça. Donc, le travail d'allure, on connaît, on maîtrise. Si je demande à Jimmy Gressier de me courir en 3,21, il va me courir en 3,21 sans aucun problème. Et sans montre, il le fera. Vous, dans le trail, vous avez aussi cette connaissance des allures ou c'est beaucoup plus intuitif? Alors, je vais pas parler pour tout le monde, mais me concernant les allures, je sais à peu près à combien je suis. Je vais te dire, je sais quand je suis à 4,10 au kill, quand je suis à 3,30. Il y a des indicateurs comme ça, tu vois, que mon corps ressent. Par contre, nous, en ultra, je pense qu'on est bien plus précis sur les fréquences cardiaques, par exemple, et sur le temps qu'on va mettre. Ça bluffe toujours nos proches quand on dit, bah, sur un 100 miles, par exemple, hein, je vais passer à tel ravito à 10h12. Moi, j'aime bien mettre ça. Et souvent, je suis à 1-2 minutes près. Sauf, sachant que je regarde pas la montre. C'est que juste qu'on a cette conscientisation du parcours et de ce qu'on va faire, et on va arriver à cette heure-ci. Par contre, l'allure, on sait même pas. Donc, c'est très étrange. Pourtant, les deux sont corrélés, hein. Mais plus nous, je pense, si tu demandes des datas précises, c'est plus le cardio. Moi, je sais à 2 pulses près à combien je suis. Et là, tout du le coup, temps. tu as préparé ton marathon. Les indicateurs que tu as regardé un peu clés, data, ça va être le cardio, j'imagine. Ça va être les allures. Ça va, comment tu l'as, comment tu as monitoré un peu cette prépa? Ça va être, me concernant, le ressenti d'effort musculaire pour tenir les 42 bornes. J'en ai fait un en entraînement de 42 kills, donc je me rends compte s'il faut que je parte avec tel ressenti d'effort ou moins ou plus pour tenir. Et le cardio, clairement, voilà, les deux indicateurs. Et là, tu vas courir dimanche au cardio ou à l'allure, au temps de passage? Bah non, je pense que je vais quand même regarder à combien je peux courir, me mettre sur la montre l'allure, en me disant bah si je tiens ça, trop bien. Mais par contre, je vais pas partir sur une allure trop rapide. Fais gaffe à Paris, hein, parce qu'à Paris, en plus, tu pars Champs-Élysées, donc c'est en descente. T'es dans l'ambiance, et puis honnêtement, c'est vraiment, t'es en 3,30, en 3,40, enfin, t'as l'impression que t'es tellement à l'aise, surtout en fin de prépa, t'es hyper à l'aise sur ces allures-là, que t'as vite fait d'être à 10 secondes, 15 secondes de plus que ton temps, quoi. Donc c'est vrai qu'à Paris, il faut faire très très gaffe au début. Vous avez beaucoup plus à gagner en partant un peu plus doucement sur Paris qu'en partant trop vite, quoi, parce que c'est quand même une course musculairement avec les ponts, avec les côtes qui demandent quand même pas mal de résidence musculaire. Donc plus vous allez économiser votre muscle quand même, plus ça sera gagnant, quoi. Alors évidemment, partez pas 8 secondes en dessous de votre temps passage, c'est pas ce que je dis, mais si vous avez 1 seconde ou 2 secondes de plus, franchement, voilà, vous allez pas vous... c'est bien mieux que partir trop vite. Alors,
Est-ce que la prépa marathon, elle t'a demandé justement des adaptations musculaires? Tu parles pas mal justement de ces dimensions-là, parce qu'on sait qu'il y a la répartition des impacts, la foulée aussi sur le bitume, on sait que c'est pas pareil. Peut-être que tu as aussi pas couru avec les mêmes chaussures, le même équipement. Comment musculairement ça s'est passé cette prépa marathon? Parce que c'est hyper exigeant, hein, un marathon musculairement. Ouais, tout à fait. Alors, bon, j'ai changé forcément les chaussures en prenant. Nous, on a la chance chez On d'avoir une gamme route qui est exceptionnelle. Ils étaient meilleurs en route qu'en trail passé un temps. Donc, pour te dire, ils ont un petit temps d'avance encore sur route. Même si en trail, on a des chaussures incroyables, hein. Donc là-dessus, j'avais le choix. Et j'en ai d'ailleurs pris plusieurs paires au cas où. Après, musculairement, bah oui, ça te demande de développer plus la chaîne postérieure, donc arrière, la route, parce qu'on va plus loin derrière en fin d'amplitude, on remonte plus le pied. Donc c'est tout ce qui va être fessier, ischio, ouais, tous ces comme exactement, le sprint, c'est ça, mollet, du mollet en fait Mollet, ouais. jusqu'au tous les muscles du fessier. Mon fessier, on est assez musclé en trail, ça va pour grimper déjà, ouais. ouais, exactement. Mais par contre, ouais, tout ce qui est ischio, jumeaux, voilà, même voûte plantaire, hein, faut faire gaffe. Et comme je te dis, bah, je fais quand même au moins une séance par semaine toute l'année de route. Donc, je pense que mon corps s'est assez vite adapté quand même. On verra, mais j'ai juste petite appréhension à partir du 32, 33e. Là. Ouais, qu'est-ce qui te fait peur? C'est quoi? Bah, non, c'est qu'à l'entraînement, sans me dire il y a le mur du marathon à tel kilomètre, c'est que j'ai fait un marathon à Grenoble en entraînement pour voir, parce que j'aime bien voir. Je suis parti tranquille. Et ouais, jusqu'au 32e, je disais, oh bah ça va, je vais pouvoir accélérer après. Ah, au 32e, j'ai pas accéléré. J'ai essayé de maintenir ce que j'avais mis au début. Et ouais, toute la chaîne postérieure tirait quand même vraiment bien. Et j'ai fini un peu comme un papy. C'est vrai qu'on parle souvent des... Voilà, là tu nous le dis, je viens sur route pour essayer, voilà, pour préparer l'UTMB, essayer d'être encore plus rapide, d'être plus efficace sur ces courses-là. Mais est-ce que tu penses aussi que l'ultra t'aide? Justement, le fait que tu as des groupes musculaires que peut-être les autres n'ont pas. Là, on voit qu'à Paris, tout le monde stresse du dénivelé. Et toi, tu sais, finalement, les ponts, tout ça, en fait, limite, tu vas être content. Ça va te rappeler le bon vieux temps, quoi. Enfin, aussi, c'est vrai que c'est aussi dans les deux sens, quoi. Je pense qu'un ultra-trailer, aujourd'hui, surtout, voilà, toi, tu vises pas la gagne sur le marathon de Paris, mais c'est sûr que tu vas pouvoir remonter. Enfin, tu vas clairement faire exprimer tes qualités versus d'autres coureurs qui t'auraient certainement battu sur des séances de piste ou des séances spé marathon, mais dans les conditions du direct, avec ces ponts, avec ce dénivelé, tu vas pouvoir largement tirer ta bille, quoi. Un peu comme sur cross, hein, quand on voit des trailers. Moi, je cours avec des trailers. Quand je cours encore, je les battais sur toutes les séances sur piste. Et certains parties me battaient sur cross, quoi. Ils tiraient leur épingle du jeu. Donc, il y a quand même des avantages. Ça va dans les deux sens, quoi. Oui, je pense un de nos avantages, c'est la gestion de la douleur, mine de rien, musculaire, hein, je parle, parce que quand on fait du très long en trail, il n'y en a pas un qui joue pas avec la douleur, et c'est souvent celui qui accepte le mieux qui gagne. Donc ça, je sais qu'il y a un moment, je vais avoir très mal partout, mais je connais très bien, donc je sais que je peux aller au bout, il n'y a pas de souci, hein. Après, pareil, le fait que le marathon, c'est quand même l'ultra distance sur route de nature. C'est l'aboutissement de toutes les distances courtes. On finit par le marathon. Donc, je pense que ça demande quand même des qualités d'endurance. Qu'on travaille un peu moins en ultra parce que nous, souvent, les entraînements, c'est des marathons, voire plus. Mais ouais, je pense que, en tout cas, dans la tête, la distance fait pas peur. Et tu vois, tu dis le dénivelé. Ouais, ça va être forcément des portions. Je vais me dire, enfin un peu de montée. Ça soulage un peu plus. Il y a quand même dans les ponts, là, sur les dernières portions, ça monte, ça descend, c'est casse-pattes. Hein. Ouais, et surtout sur les derniers, tu as quand même des pentes à 4-5%, quoi. Ah ouais, donc, tu vois, c'est ce que j'ai travaillé l'entraînement. Ouais. Putain, je vais... Ouais. Non, mais sans le sûr. savoir. Non, mais c'est tout bête, mais tu vas évidemment remonter plein de gens. Et rien que ça, ça fait plaisir, quoi. Tu vois, ça fait plaisir. Oui. T'as une petite force en plus, t'as un petit bonus en plus, ça, c'est sûr que voilà. C'est vrai que quand on regarde un petit peu aussi, il y a alors, quelque chose dont on parle de plus en plus sur Ultra, et là j'aimerais bien qu'on fasse un parallèle. Ça fait quand même un certain temps que tu es sur le circuit, tu n'es pas encore très très vieux, mais ça fait quand même longtemps que tu es sur le circuit. Moi aussi, ça fait presque 5 ans maintenant que je couvre l'UTMB. Et
je vois bien que ça a énormément changé. Je vois bien qu'au début, il y avait certaines portions où je voyais jamais personne courir. Je vois que maintenant, ça court beaucoup plus qu'avant. La vitesse, les profils aussi. On voit des Jim, on voit des Vincent aussi, qui ont même philologiquement, qui ont des profils assez différents de ce qu'on pouvait avoir. Est-ce que ma perception, est-ce que c'est juste que c'est un épiphénomène ou est-ce que c'est réel? Enfin, comment toi, tu perçois ça de l'intérieur? Est-ce que ça non, évolue? non, bah de l'intérieur, tu vois, tu l'as dit. Moi, j'avais commencé par la CCC en 2018. C'était ma première course de 100 km et c'était là-bas. Donc ça fait quand même depuis 2018, j'ai loupé une édition sur l'UTMB, mais c'est tout. Après, j'ai fait TDS 2 fois, UTMB 3 fois. Donc je vois chaque année l'évolution. Et que ce soit la CCC, c'est peut-être l'exemple parfait. Hein. Maintenant, ça court quasi tout le temps. C'est incroyable. La TDS reste technique, donc ils peuvent pas. Mais l'UTMB va devenir un peu une CCC. En fait, on optimise chaque portion où on peut courir et où ça demande pas plus d'énergie que de marcher. Donc, au-delà de la vitesse, c'est l'efficience. Si un Jim, il arrive à courir sur la montée du col La Seigne ou il va le faire et puis il va gagner peut-être 5 minutes sur nous qui faisons alternance marche-course. Après, il y a forcément des portions où on devra, pas on pourra, mais on devra jamais courir. Au-delà de 20% de pente, je pense que sur un 100 miles, on a trop à perdre, surtout que les bâtons sont autorisés. Autant faire des longues foulées à la Ludo Pommeret où en fait on sera gagnant. Donc il faudra juste trouver le juste milieu en permanence. Il y a aussi cette notion dont on parle de plus en plus sur Ultra, c'est la notion de réserve de vitesse, c'est-à-dire plus ton niveau de vitesse max il est élevé, plus ton allure en course, ça représente un faible pourcentage en fait de ton potentiel. Donc si tu as une réserve de vitesse, je sais pas, à 20 km/h, mécaniquement à 12 à l'heure, tu vas dépenser beaucoup moins d'énergie que les autres. Et c'est vrai que c'est une force. Par exemple, je sais que Jim, il est assez coutumier de ça. Il va imposer une allure un petit peu plus rapide que la moyenne, on va dire. Du coup, c'est très peu perceptible aussi pour ses adversaires parce que voilà, c'est ça, mais il va user vraiment les coureurs, ses adversaires, et puis en fait, in fine, comme il est meilleure réserve de vitesse, lui, il sera capable de relancer et il va épuiser un peu, voilà, sans forcément poser de grosses attaques en fait. Il n'a pas besoin aujourd'hui de courir à 19-20 km/h. Il suffit juste d'augmenter de 0,5% km/h sa vitesse sur un certain nombre de paroles, et puis in fine, mis bout à bout sur 170 km, c'est énorme à la fin. Donc cette réserve de vitesse aujourd'hui, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que vous allez chercher des vitesses hautes, non pas pour courir à ces vitesses-là, mais pour être le plus économique possible sur des allures, on va dire, à 11, 12, 13, voire 15 km/h, parce que c'est souvent à 15 km/h dès qu'il y a du plat. C'est ça. C'est après 170, 150 km, il y a des coureurs qui arrivent encore à courir à 15 à l'heure, quoi. Ouais, tu l'as dit, en fait, c'est la définition de l'endurance. C'est la vitesse la plus élevée qu'on peut tenir le plus longtemps possible. Donc, si tu as une endurance qui est à 15 à l'heure, tu peux tenir cette endurance. Mais pour ça, il faut avoir une VMA et une vitesse max qui est plus haute parce que c'est un pourcentage de ta vitesse maximale, l'endurance. Et souvent, quand on fait des tests à l'effort en les ultra-trailers, on se prend des réflexions. Ah, mais vous avez une VMA si élevée que ça, ou tu vois, des trucs où on se dirait qu'on est des marcheurs, alors que en effet, on bosse tellement ce temps de maintien. Nous, on appelle ça temps de maintien, que c'est de la VMA en fait. On travaille très souvent en zone 3. Donc, notre corps, il est habitué à avoir un pourcentage à 92% de FC max. En fait, on est quasi à SV1. Donc, ce qui fait qu'on peut maintenir très longtemps des vitesses pas très élevées, mais qui sont quand même costauds. Ouais, c'est vraiment ce que vous avez cherché, c'est l'économie, d'être le plus économique possible, même sur de la haute vitesse. Et ça fait sens aussi parce que, tu sais, on parle beaucoup aussi. Alors, il y a eu la méthode norvégienne et souvent, on a un petit peu caricaturé la méthode norvégienne en disant, voilà, c'est du double seuil, ils vont juste fractionner. Mais c'est pas que ça. La méthode norvégienne, vraiment, quand on rentre dans la philosophie de cette méthode-là, en tout cas dans la méthode moderne norvégienne, après, il y a les Italiens qui avaient aussi développé ça un petit peu plus tôt, mais ils sortent un peu d'être le plus rapide possible
sur des séances de 400 mètres, par exemple, ils vont volontairement, ou des séances même de 300, souvent ce genre de 300, nous en France, on va vraiment aller chercher la vitesse pure, on va essayer d'aller au max, on va finir sur les genoux et à la fin, on va courir, tu vois, ça va être un petit peu, on va vraiment chercher le maximum. Eux, aujourd'hui, n'hésitent pas à enlever de la vitesse et en fait, ils vont chercher l'économie de course à très haute intensité, c'est-à-dire d'être le plus rapide possible et être le plus économique possible. Donc, eux, leur philosophie, c'est de se dire, si je cours, je sais pas, mes 300 en 50 secondes, bah, vaut mieux que je les cours en 51-30 parce que je vais faire plus attention, être plus économique et donc j'ai plus à tirer. Et surtout, je vais moins me blesser. Et la logique aussi de la méthode scandinave, c'est d'enchaîner les plus longues périodes d'entraînement. Quand je dis les plus longues périodes, c'est sur des Olympiades. Donc, c'est 3-5 ans sans blessure. Et donc, le seul moyen, en fait, de pas te blesser aussi, bah, c'est de permettre à ton corps d'être économique, de pas saturer, de pas avoir les jambes qui partent partout, parce que là, tu crées des traumatismes en plus qui servent à rien. Et donc, c'est vraiment cette qualité-là. C'est-à-dire que accepter des fois d'être un peu moins rapide, mais pour être le plus économique possible et pas se blesser dans une saison, quoi. Donc, c'est vrai que cette logique-là, elle fait aussi sens en fait sur la piste et chez vous, quoi. Bah nous, enfin, tu prêches un convaincu parce qu'avec mon coach, on adore, enfin, lui aime beaucoup cette manière de s'entraîner et tu peux l'adapter aussi, ou les trailers peuvent l'adapter en ultra sans pour autant doubler. Quand t'es jeune papa ou tu vois, t'as une vie pro à côté. Moi, parfois, je peux pas doubler, même souvent d'ailleurs, je double pas. Ce qui me met, c'est sur 3 heures d'effort, je vais faire 2 heures d'endurance. Et au bout de 2 heures d'endurance, et ben là, il me met une séance. Par exemple, 6 fois 5 minutes, voilà. Mais du coup, c'est un peu pareil. J'ai fait ma pré-séance avant, et là, il me demande de faire des 5-6 minutes à 7 ou 8 sur 10. Mais du coup, je peux pas les faire comme tu l'expliques tout à l'heure, un 400 à bloc. Donc, là, ton corps va être en recherche d'efficience. Comment je peux faire pour aller le plus vite possible alors que j'ai déjà mal là et il faut que je fasse bien. Donc, tu te mets à penser à « Ok, j'allonge les bras parce que mes bras, ça va. Je vais chercher plus loin derrière. » Et là, je trouve que c'est hyper intéressant, que ce soit mental ou physique. Ça, c'est un conseil aussi qu'on peut donner à nos auditeurs. Voilà, si des fois vous faites, parce que c'est vrai que c'est rassurant parce que tu vas faire tes 400, tu veux les faire toujours le plus vite possible. En plus, tu peux le monitorer. Donc, tu vois, tu te dis, j'ai réussi à faire à je sais pas, une 9. Enfin, je suis descendu. Mais bon, si t'arrives, t'es fracassé, il y a pas vraiment d'intérêt. Et puis, en France, on a eu cette culture-là quand même qu'il fallait se faire mal sur la piste. Moi, je me souviens quand j'étais espoir ou machin, où voilà, on était là, les gars. Fallait qu'on finisse au sol et qu'on crache nos poumons, quoi. C'est vrai que quand tu vois des Norvégiens qui arrivent et qui se mettent jamais vraiment dans l'ultra rouge et qui ont les résultats qu'ils ont aujourd'hui, c'est quand même assez impressionnant, ça fait réfléchir, quoi. Ouais, puis juste pour la data, c'est bien, c'est très très bien, hein. Mais par exemple, tu vois, t'es en séance d'athlé et on t'a dit qu'il fallait faire tes 400 en tel temps parce que tu es capable de les faire, mais ce jour-là, il y a du vent. Ou ce jour-là, t'as pas mangé le matin. Bah, tu vas te dire à la fin, ok, j'ai raté ma séance. Mais en fait, tu l'as peut-être mieux réussi que les autres, mais tu avais 70% de tes capacités où le vent faisait que tu pouvais pas. Donc, la data, c'est bien, mais le ressenti d'effort, pour moi, est principal. Et même sur route, pourrait, je pense, aider aussi certains athlètes. Ouais, hyper bon. Ça évoluera sûrement avec l'évolution de la technologie et tout, mais il y a évidemment plein de critères qui peuvent entrer en compte. Bon, hyper intéressant. On parle aussi de plus en plus de vitesse ascensionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est dur à observer. Moi, je vois que ça court plus vite. Enfin, ça court là où ça courait pas avant. Mais je ne sais pas si ça attaque vraiment parce que je me dis franchement, tu fais l'ultra, est-ce que vous avez intérêt à vous attaquer sur les côtes sur 70 bornes, je me dis c'est quand même pas très intelligent de faire ça, quoi, parce que tu peux pas en fait, tu vas pas courir à 3 km de plus que ton adversaire, donc c'est pas forcément. Le coup que ça va vous avoir de vous taper sur les côtes, c'est quand même pour moi l'arme à utiliser, l'arme nucléaire, quoi, ça à utiliser en dernier moment. Vaut mieux plutôt temporiser, mais c'est mon impression. Est-ce que vraiment, vu que je sais que vous travaillez beaucoup la vitesse ascensionnelle, c'est des choses, on voit Rémi Bonnet, on voit aussi, je l'ai vu aussi sur la Chianti, où finalement, il y a 2 ans, avec Vincent et Kylian, où justement, ils s'attaquaient beaucoup sur montée-descente, l'un répondait à l'autre. Et voilà, est-ce que vous vous attaquez sur les côtes? Moi, ça me semble complètement idiot, mais...
Alors déjà, moi je regarde beaucoup la vitesse ascensionnelle à l'entraînement. Même sur route, là, les montées de col, je regarde, je sais que si je suis à 1000 mètres/heure sur route, sur un col, c'est que je suis à un bon rythme, très bon rythme. En trail, sur des courtes distances, je regarde aussi, parce qu'on sait que, surtout si on vient du ski alpi, quand tu es à 1004, 1006 mètres/heure, c'est que c'est bon, tu es en forme, ça valide un ressenti d'effort en tout cas. Après, en course, je te dirais que, selon moi, encore une fois, c'est plus pour casser le moral de l'adversaire que tu vas faire ça, en lui montrant que toi, t'es facile et que si tu veux attaquer dans la montée, en fait, lui, il va être au rupteur, donc il va pas le faire, il va exprès ralentir. Toi, tu vas accélérer, mais pas trop longtemps. Et en fait, tu crées un gouffre plus mental. Ça m'est arrivé, par exemple, à Val d'Aran. Val d'Aran, parcours de repli, c'était assez roulant, type UTMB. Je me perds, je me fais rattraper par les 4 de derrière. Ah, j'avais la hargne. La montée d'après, j'ai dit, je vais faire un peu le bluff. Il faut que je leur remette une petite demi-heure dans les 40 kills à venir. J'ai tout mis dans une bosse à 8-10%. J'étais comme ça, j'étais pendu. Et en fait, ça a lâché derrière. J'ai continué. Mais je me suis grillé peut-être 2 cartouches. Mais parce que pour moi, c'était plus dans la tête. Sinon, c'est en descente. En descente, tu peux prendre 10 minutes à un gars. Ouais, mais ça... Alors, je précise, en ultra trail, évidemment, sur un Golden Trail Series, sur des formats plus courts, voilà. Là, je précise vraiment sur ultra. Voilà, je serais plutôt tendance à râler. Moi, si je suis dans un peloton et qu'on attaque, je vais dire, les gars, vous faites quoi? Calmez-vous, ça sert à rien, quoi, de faire ça. Parce qu'effectivement, ton coût énergétique, il explose, quoi. Exactement. Voilà. Tu parlais de mètres ascensionnels. Je veux dire, plus tu montes fort, plus tu dépenses. Parce qu'il y a le poids du coureur, du sac en plus. Donc, en descente, c'est l'inverse. Et tu vois justement, quand tu travailles à plat, tu vois justement des effets mécaniques sur justement cette capacité à monter très très fort. Tu vois, on peut penser à des athlètes. On parle de Kylian, on peut parler de Bendiman aussi, qui est quand même aussi un sacré grimpeur. On peut parler de Rémi Bonnet aussi, tu vois, qui sont capables de taper, ou même Jim, typiquement. Tu vois vraiment un lien très direct entre... Le lien que je vois, c'est clairement comme un format marathon de Paris, peut-être, où en fait, tu ressens pas tellement dans ton corps qu'il y a une différence entre un 0% et un 5-6%. Tu vas le voir visuellement, parce que l'allure, elle chute drastiquement. On se dit tous, oh, j'avance plus. Mais quand tu regardes autour de toi, s'il y a d'autres coureurs, tu dis, oh, finalement, en fait, moi, dans la montée, là, je perds vraiment pas beaucoup en pacing par rapport aux autres gars. C'est plus là où je vois, tu vois, que nous, le fait de faire du dénivelé nous impacte très peu sur les côtes courantes. Et du coup, encore une fois, on perd moins sur ces portions-là. Alors, on va parler un peu de l'évolution de l'ultra aussi, parce qu'il y a eu, notamment il y a quelques mois, la déclaration de Kylian Jornet. Je ne sais pas si tu as vu justement sur le fait que les trails étaient de plus en plus rapides, que voilà, qu'il y avait un petit peu aussi un changement. Le chrono, c'est vrai que moi ça m'a fait sourire, mais là on était à la diagonale des fous, on parle de chrono même à la diagonale des fous, ce qui est quand même, alors que le parcours, en vrai ça n'a aucun sens. Et pourtant aujourd'hui on veut chercher des repères kilométriques, on va parler de tout ça, mais avant, là tu vas courir le marathon. J'imagine qu'il y a aussi un côté de noyer un peu la lassitude. Il y a aussi ce côté, voilà, d'aller chercher un petit peu un peu de renouveau, un peu de nouveauté. Je parlais de Shox tout à l'heure. Tu nous disais que tu écoutais quand même pas mal de musique pendant tes séances un peu de côte. Tu vas écouter de la musique là pour le marathon? Ah, c'est sûr que oui. C'est sûr, donc tu auras une playlist. Alors, ouais. Voilà, tu peux nous faire un peu la playlist. Qu'est-ce qu'il va avoir dans la tête d'un coureur, mais là dans les oreilles de Arthur Joyeux-Bouillon pendant le marathon. Je sais pas si tu sais, mais avec Shox, on a déjà, il y a ça au moins 1 ou 2 ans pour l'UTMB, publié officiellement ma playlist sport en fait. Et je l'avais même renommée Trail Running, mais elle s'adapte très bien au marathon. C'est la même playlist pour un ultra que pour un marathon, ou tu changes un peu? Non, franchement c'est la même. Pourquoi? Parce que c'est pas des musiques où il y a un pace particulier, c'est des musiques qui me rappellent des souvenirs. Ou alors des musiques qui me motivent parce que j'adore ces musiques-là. Mais souvent, c'est quand même des musiques qui me rappellent un passage de ma vie ou de mes entraînements. Tu vois, des musiques, je me dis, ah ouais, ça c'était à La Rosière quand je faisais... Donc t'as un ancrage en fait. Ouais, exactement, c'est un ancrage. Et ce qui fait que, d'une, ça te remet la banane, et de deux, ça fait relativiser aussi en se disant, ok, là c'est que le 1% final de la prépa. Et le 99%, c'est ce que j'ai dans les oreilles. C'est quand je m'entraînais, quand
Donc ça permet de se libérer et je mets la musique quand même très souvent et chaque fois que ça va pas. Alors, tu as des écouteurs qui sont un peu différents. Alors, moi, je suis très coutumier des Open ProRun 2, là, les classiques, celles qu'on voit vraiment partout en ce moment. Enfin, voilà, c'est les extra-auriculaires, donc qui laissent les oreilles libres. Donc, ça, c'est hyper intéressant parce que j'entends les bruits autour de moi, surtout à Paris. Des fois, je cours aussi comme toi avec mon chien et j'aime pas être coupé d'ailes. Donc, c'est génial. Toi, t'as des. Ça, je les connais moins. Tu sais lesquels Moi, j'ai les Open Dot. Ouais. Donc, comme ils sont unitaires, donc t'as pas l'arceau Ouais, derrière. exactement. Ça a Donc, l'air- par exemple, pour ceux qui font du renforcement musculaire, des abdos, très pratique parce qu'on peut poser la tête complètement. Moi, je les utilise aussi. C'est un peu l'écouteur ultra polyvalent, celui-ci. Parce Et que, t'entends quand même ouais, t'entends quand même quasi aussi bien que dans ceux-là. D'accord. Et tu peux les mettre pour travailler. Moi, je les mets pour bosser. Tu vas t'entraîner. Tu vois, là, je suis en déplacement. Il y a une seule paire à prendre. Bah, je prends ça. Ça tient dans une petite boîte qui se recharge en plus toute seule. Direct, ouais. Donc, vraiment ultra pratique. Et en plus, tu les sens. Alors, pour le coup, tu ne les sens pas. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé de me coucher le soir, véridique, et de me dire, une fois sur l'oreiller, mais qu'est-ce que j'ai dans l'oreille? Et c'était l'Open Dot, quoi. Et puis la qualité, peut-être quand on écoute de la musique, le rendu, il est encore plus proche d'un écouteur classique intra-auriculaire. C'est ça aussi. Ouais, exact. T'as l'option Dolby. Donc vraiment, t'as l'impression que c'est de la stéréo. Ouais, la qualité est assez exceptionnelle. Faut tester pour s'en rendre compte. Bon, n'hésitez pas. En tout cas, si vous n'avez pas franchi le pas des écouteurs Shox, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. En plus, on a un code promo avec le code podcast10. Vous allez avoir 10 € de réduction sur vos commandes. Donc voilà, c'est le moment. En tout cas, si vous faire plaisir après votre marathon, vous faire un petit à la prépa, elle est passée. Mais si vous voulez vous récompenser, c'est peut-être le moment d'aller faire un tour. Alors, Arthur, quand on prend un petit peu de recul sur tout ce qu'on s'est dit, j'ai quand même l'impression que là, depuis quelques années, le trail, les profils changent, la manière de s'entraîner change. Aujourd'hui, il faut être quand même beaucoup plus polyvalent. Un peu comme ce qui est arrivé sur Ironman il y a 7-8 ans. Tu vois, où avant, sur Ironman, on pouvait avoir quelqu'un qui était moins bon, par exemple, sur le vélo, quelqu'un qui était un petit peu moins bon sur la course à pied, quelqu'un qui était un petit peu moins bon sur la natation. Sur Ironman, ça passait encore. Sur format M, olympique, non, mais sur Ironman, on pouvait avoir encore des faiblesses. Aujourd'hui, un Ironman, tu le cours, il faut autant de qualité, enfin, faut être bon, il faut plus de faiblesse, quoi. Un peu comme le M, quoi, aujourd'hui. Et ce que j'ai l'impression, c'est exactement ce qui est en train d'arriver sur Ultra. C'est qu'aujourd'hui, on a des athlètes qui sont forts sur semi, qui sont forts sur longue distance, qui supportent super bien l'altitude, qui savent s'alimenter, qui connaissent la montagne. C'est impressionnant, quoi. Est-ce que c'est réel? Est-ce que il y a des profils aujourd'hui qui malheureusement auraient pu bien tirer leur épingle du jeu il y a quelques années? Là, c'est hyper restrictif, quoi. Ah, je suis complètement d'accord. Là où on peut encore jouer, je pense, pour quelques années, c'est que on fait un sport qui est pluriel. Un ultra peut être totalement opposé à un autre. Tu parlais d'altitude, tu vas courir la hard rock. Si tu sais que tu es mauvais en altitude, bah tu vas pas à l'hard rock. Et puis tu peux peut-être gagner l'UTMB parce que ça monte pas très haut. Donc là où je suis confiant, c'est qu'on peut encore choisir des formats où on n'a pas besoin d'être bon ou excellent partout. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on se rapproche un peu. Toi, tu fais le parallèle avec l'Ironman. Moi, j'aime bien comparer au vélo. En fait, on suit un petit peu la tendance des sports qui sont ultra pratiqués et où il y a beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire qu'on va se rapprocher du cyclisme où on développe scientifiquement les choses, c'est-à-dire pour être bon, pour améliorer ses performances, faut être bon là. Et c'est les gains marginaux, en fin de compte, qu'on va maintenant travailler. Ou à l'époque, comme on connaissait rien à l'ultra, mental d'acier, un gars solide au niveau des articulations, un peu montagnard, il arrivait à être pro. Et puis surtout qu'ils font pas d'erreur, c'est-à-dire qu'il va pas courir certaines côtes, je pense que on a peut-être sous-estimé, mais la connaissance de la montagne, la connaissance d'un effort de 70 km, on pouvait un peu s'en sortir comme ça, quoi. C'est-à-dire en évitant les pièges, en ayant évidemment quelques bonnes aptitudes physiques, en évitant les pièges, vu qu'il y avait des coureurs qui peut-être sur le papier étaient
plus compétents mais connaissaient moins bien la montagne et moins bien l'ultra, ils s'auto-sabotaient. Donc on pouvait tirer profit des faiblesses des autres. Aujourd'hui, la connaissance, le savoir-faire, il y a des podcasts, il y a les entraîneurs aussi, il y en a de plus en plus. Donc la connaissance a vachement circulé et les gens font plus gaffe. Il y a peut-être encore l'alimentation. C'est peut-être encore un frein il faut que ton système digestif, tu puisses manger, tu puisses pas tomber malade. Ça, c'est encore un truc qui va... même sur tu vois, je pense à Tom Evans, je pense à des coureurs aussi Jim, même des coureurs très sérieux, on voit que ils ont mis plus de temps à cause de ça, quoi. Ouais, j'allais te dire, il y a encore un avenir, je pense, pour les corps robustes. C'est-à-dire ceux qui encaissent bien l'alimentation, qui encaissent bien le volume d'entraînement, parce qu'en trail, on abîme quand même un peu les tissus, les entorses, les choses comme ça. Donc les gars qui sont assez robustes, à mon avis, ont encore, je pourrais pas te donner un nombre d'années, mais j'espère en faire partie parce que j'ai encore des années devant moi, mais pourront s'en sortir avec cette connaissance aussi de la montagne. Ouais, le froid Il notamment. fait très froid. Tu vois, un UTMB où il neige. Ouais. T'as vu cette année, enfin je veux dire un Ludo, il a mis le pantalon, il m'a dit j'ai pas eu froid, il a bien géré ça, il connaît, l'alimentation est passée parce que t'adaptes aussi, tu manges pas les mêmes choses, c'est clair. Donc tout ça fait que c'est tellement, c'est pour ça que j'aime l'ultra à ce point-là, c'est que c'est multidimensionnel mais à un point où je connais pas beaucoup d'autres sports qui ont autant de paramètres à gérer, quoi. Donc ça va être dans 40 ans, ça va être magnifique à voir. Néanmoins, on voit un attrait de plus en plus fort du public pour les parcours plus rapides. Les gens, justement, veulent vous voir courir vite, veulent vous voir monter haut, veulent vous voir descendre fort, veulent vous voir attaquer fort. Il y a vraiment ces parcours où on peut exprimer toutes ces qualités, sont adorés du public. On le voit même des parcours même très rapides, comme la Saint-Élion. Ça a explosé, il y a de plus en plus de niveaux. La Western aussi, c'est une course aujourd'hui qui fait rêver, l'UTMB aussi. Ces profils quand même, j'ai l'impression qu'elle tire un peu plus la couette vers eux, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison, je m'étais pas forcément posé la question, mais c'est totalement vrai, même pour nous à voir sur les réseaux sociaux, tu vois quand ça descend fort dans les descentes, c'est le sport spectacle. Un gars qui marche avec ses bâtons sur le tord des géants et qui est tout voûté comme ça fait moins effet waouh que une western où t'as les mecs qui sont là à 16-17 à l'heure, alors pourtant l'effort quand tu l'as pratiqué est le même, je veux dire le gars a autant mal, mais oui, c'est peut-être pas la faute, mais c'est les médias, le côté réseaux sociaux qui fait ça. Ouais, le public. Bon, écoute, on va voir sur le marathon. Est-ce que là, c'est une petite parenthèse que tu ouvres et que tu refermes aussi vite, ou tu penses que peut-être qu'un jour tu iras à Berlin, Londres, je sais pas, Valence, est-ce qu'on va te revoir là sur marathon après Paris? En vrai, je pense que si l'occasion se présente d'aller courir le marathon de New York un jour, j'irai. Qui est pas roulant aussi, Ouais, il va sur les parcours un peu techniques. Mais tu vois, toi tu connais les parcours et moi je découvre quand tu me dis pas roulant, je me dis c'est encore pire que Paris, ouais. Mais c'est plus le fait de me dire j'ai découvert une ville via le sport, et j'ai toujours fait ça avec l'ultra. Je découvre un pays ou une île via son ultra trail. Donc pourquoi pas, sachant que je garderai ma saison sur l'ultra trail ou des formats encore plus longs à l'avenir. Mais non, la parenthèse, elle est pas fermée, elle s'ouvre. Bon, écoute, merci beaucoup. On va pas te retenir plus longtemps. Faut que tu ailles, t'as un petit check-out run à faire avant Paris. Je te souhaite que le meilleur. Profite bien de la capitale. Tu pourras nous donner un peu tes résultats. J'espère te voir à l'arrivée. Normalement, j'y suis. Je tenais à remercier évidemment le Mama Shelter à Paris Ouest qui nous a accueillis gracieusement pour enregistrer ce podcast. Alors, si vous êtes l'an prochain, vous venez au Marathon de Paris, il est situé juste à côté du Parc des Expositions, du Salon Run Experience. Donc, c'est parfait pour aller retirer son dossard. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Merci également à Shox d'avoir rendu cet épisode possible. On se retrouve dès lundi pour le grand débriefing du Marathon de Paris. On va recevoir, il y aura Hugo Philippe, il y aura Stéphane Diagana. Il y a depuis que je cours, on va recevoir plein d'athlètes dans cette émission. Donc ça va être une grande fête. Donc je vous donne rendez-vous lundi pour l'émission débrief du Marathon de Paris. D'ici là, prenez soin de vous. Bon marathon si vous courez dimanche et je vous dis à très vite. Salut Arthur, bon marathon. Salut.